Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Mentale, le podcast qui va te permettre de puiser en toi les ressources mentales nécessaires à l'accomplissement de tes objectifs. Je m'appelle Léopold Sapé et je suis préparateur mental, diplômé d'un master STAPS. Aujourd'hui on parle de tennis et de la littérature scientifique. Et ça se passe tout de suite dans l'épisode 2 de La Mentale. Donc Jérémy, très heureux de t'accueillir dans ce podcast avec moi. Ça me fait plaisir d'être ici. Je te laisse la parole si tu veux un peu te présenter, dire qui tu es. Alors, je suis préparateur mental accrédité par la Société française de psychologie et j'ai continué ensuite mes études en psychologie après avoir fini ce master. Et grâce à une passerelle, j'ai pu rentrer en licence 3 de psychologie en neuropsychologie clinique et psychopathologie. Et ensuite, j'ai eu cette année-là où c'était une année un peu de transition, où j'ai lancé mon auto-entreprise en préparation mentale. Et en même temps, j'ai continué à me former en cohérence cardiaque, parce que j'avais lu quelques articles scientifiques qui montraient que ça diminuait l'anxiété chez des athlètes, ainsi qu'en thérapie cognitivo-comportementale. Puis j'ai le projet d'une application aussi en cours. C'est encore pas mal de travail à faire sur la préparation mentale pour simplifier au maximum. Et en même temps de cet aspect-là, j'ai continué à entraîner, j'ai continué à améliorer mes compétences en pédagogie dans le tennis. Donc voilà, Jérémy, un parcours très très complet dans différents champs et c'est pour ça que c'est très très intéressant de l'avoir comme invité. Moi directement, les premières questions, j'aimerais qu'on discute ensemble de tout ce qui concerne le tennis. Un peu du lien de la préparation mentale avec le monde du tennis. Ce qui m'a motivé à faire de la préparation mentale, c'est cet aspect-là où on parlait beaucoup. Ouais, là c'était l'aspect mental qui fonctionnait pas. Ah là, c'était un point important et j'ai tremblé. J'arrivais pas à gérer mes émotions. J'étais en colère parce que j'étais frustré du point précédent. On parle beaucoup de ça, que ce soit après quand on boit une bière entre joueurs de tennis ou quand on est quand on est entraîneur et qu'on voit les joueurs faire des matchs même d'entraînement. Et il y avait peu de choses qui sont mis en place, que ce soit dans les clubs ou dans n'importe quel dans les structures en tout cas de clubs, ce que j'ai pu voir. Et je trouve intéressant d'amener ces connaissances qui semblent un peu des fois obscures pour les personnes. On se dit ouais, c'est juste mental, donc il suffit que je sois bon, puis je serai bon. Que c'est inné. Ouais. Voilà, c'est inné. Lui, il est fort mentalement, l'autre est pas fort mentalement, et cette capacité innée, moi j'étais toujours persuadé qu'avec un travail derrière, on pouvait progresser sur des axes, sur des habiletés, et puis du coup être plus performant dans ses habiletés et potentiellement améliorer sa performance de manière globale. Vraiment, les sports individuels, moi j'aimerais avoir ton ressenti par rapport à ça. Moi je trouve que vraiment, mentalement, c'est un facteur très 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 important. Moi je trouve aussi, le facteur est pour moi primordial. On est un peu seul sur le terrain, en tout cas ce que j'ai vécu moi, face à l'adversité, et c'est vrai que d'avoir des clés pour pouvoir gérer tout ça, plus le défi que demande la personne en face, il y a quand même une sacrée compétence psychologique mentale qu'il faut avoir pour pouvoir faire face à ça. Ouais, clairement. Je te rejoins là-dessus. Et puis après pareil aussi le tennis, surtout là depuis quelques années, t'as quand même des grands champions. Moi je pense à des Federer, des Djoko, des Nadal, et on se rend compte que sur l'aspect mental, ils ont déjà tous travaillé, et c'est ça aussi qui met en avant l'aspect mental dans ces sports individuels, dans le tennis. L'idée c'est qu'il y a beaucoup d'exemples concrets par rapport à deux sportifs. Là on en parle vraiment. Sur le tennis, c'est vraiment un sport où on sait que le mental c'est important, on sait qu'on en parle, et ces champions en sont le parfait exemple. Je suis d'accord avec toi. Après, on parle de ces champions-là et puis on parle pas des autres joueurs, mais il y en a beaucoup. Je prends l'exemple de Gaël Monfils sur Twitch qui parlait de ça, qui dit qu'il avait un préparateur mental, qui travaillait avec. Donc il y a cet aspect-là, je pense, qui est travaillé énormément chez presque tous les sportifs et qui est pas autant mis en avant que les autres qualités, que ce soit physique, technique, tactique. Je pense très caché jusqu'à même 10 ans en arrière. Et là, même avec Djokovic, c'est le premier qui parlait un peu plus d'imagerie, qui a mis un peu plus en avant cet aspect-là. C'est le précurseur qui a osé en parler, que tout le monde a pu en parler après. Ouais, d'après moi, mais je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui en parle. Je pense Nadal, on voit que c'est routinier, mais il en a jamais vraiment parlé. On sait pas. Il y a peut-être, je sais pas, alors j'ai pas lu la biographie d'Agassi, peut-être qu'André Agassi en parlait de cet aspect psychologique, ça je sais pas. Mais en tout cas, Djokovic, c'est un des premiers qui a vraiment dit, voilà, j'ai quelqu'un qui m'aide. Alors on savait pas trop qui c'était un peu caché, un peu étrange, mais il parlait de ça, d'imagerie, de
de dialogue interne ou de reconstruction cognitive en modification de pensée. Je trouve que c'est bien parce que ça montre et que c'est pas inné. Donc c'est un des précurseurs qui amène en avant cet aspect-là qui est un peu inconnu du grand public. Okay. Mais pour l'instant, je trouve que c'est Djokovic, c'est celui qui s'ouvre plus et qui laisse plus, qui montre plus que l'aspect psychologique pour lui, ça, c'est important. C'est vrai que maintenant, au niveau, les tennisman, ils ont un staff avec différents membres, des préparateurs mentaux, des kinés, des ostéos, différents coachs, différents entraîneurs. Et du coup, se dire, ça peut être intéressant de travailler l'aspect mental, de se former à ça. Est-ce que tu as d'autres entraîneurs que tu connais qui sont ouverts à ça, qui te posent des questions ou autres? Ouais, j'avais un projet avec Saint-Bosile de Montmel où je connaissais un entraîneur et le président du club et eux ils étaient intéressés parce que les filles elles posaient des questions sur l'aspect anxiété, stress et attention. Il y avait une problématique là-dessus et ils voulaient que je fasse une présentation sur ce domaine-là. Malheureusement ça a été un peu compliqué avec le Covid donc je sais pas, peut-être ce sera un peu plus tard, je verrai. Pour ça, mais oui, j'ai l'impression qu'il y a certains entraîneurs qui sont sensibles et qui se posent plus la question et la problématique, c'est que des fois, je pense qu'ils ont pas les réponses et ils savent pas peut-être où aller. En tout cas, ce qu'il disait également fils sur son live, ça avait l'air de que lui avait cherché son propre préparateur mental, c'était pas vraiment, j'avais l'impression que c'était plutôt indépendant, une démarche plutôt indépendante. Alors après, je sais pas si c'est le cas exactement ou pas parce qu'il a pas spécifié, mais ça avait l'air plutôt indépendant. Alors, est-ce que cet aspect psychologique dans un sport individuel où il y a pas toujours la fédé, malgré le fait qu'ils arrivent à avoir des bons jeunes, des fois des autres jeunes qui sont indépendants, qui sont dans des académies ou dans d'autres choses, qui vont travailler de leur propre gré, vont arriver à être professionnels. Dans un sport où c'est très individualisé, où des fois il y a les parents qui sont là, est-ce que les parents vont laisser assez d'ouverture à l'enfant pour aussi avoir quelqu'un d'autre qui rentre que l'entraîneur? En jeune, ça, de gagner Roland Garros ou d'être, là il y a 4 Français qui étaient en demi-finale de Roland Garros junior, donc on peut espérer qu'il y en ait au moins un qui puisse quelques années amener là. Après ça c'est pas un gage de réussite absolue. C'est sur la bonne voie on va dire, mais il y en a plein qui ont complètement explosé, que ce soit physique, peut-être qu'il y a des problématiques physiques, psychologiques où ils se rendent compte que c'est pas ce qu'ils veulent faire, ou que ils arrivent à leurs limites propres. Et il y en a d'autres qui sont arrivés, qui ont explosé à 30 ans et puis qui ont été super performants. Donc c'est un peu ça c'est un peu c'est les aléas. J'aurais dit plus ça, ouais. Moi, j'aimerais avoir ton avis sur tout ce qui est apport scientifique. Pourquoi tu t'appuies énormément dessus, voilà. Avoir un peu ton point de vue et ton expertise sur l'importance de la littérature scientifique aujourd'hui. Alors, je vais essayer de faire en quelques points, faut que ce soit précis. Dans la littérature scientifique, moi, la première chose qui me plaît, c'est que quand je propose un outil à un athlète, je sais qu'au moins, il a fonctionné chez certains athlètes. Ça veut dire que même si cet outil fonctionnera peut-être pas avec celui-ci, c'est que de manière globale, je le propose, il y a quand même une expertise, on peut dire, voilà, ça a eu des effets, peut-être majoritairement ou t'as un exemple par rapport à ça, par exemple? Je peux prendre maintenant la cohérence cardiaque, il y a peu d'études qui sont sorties, en tout cas à ma connaissance, il y en a une, alors après je me rappelle plus, il y avait pas autant un échantillon pas très grand, mais il y avait je pense une dizaine d'athlètes, ils avaient mesuré l'anxiété avant, après un protocole de cohérence cardiaque et après, et ils avaient montré que l'anxiété, majoritairement, elle diminuait. Chez la plupart, je crois que c'était 7 ou 8 athlètes. Tu peux nous expliquer aussi ce que c'est la cohérence cardiaque pour ceux qui ne le savent pas? Ouais, la cohérence cardiaque, ce serait une recentration sur soi au travers d'une respiration séquencée d'une certaine manière. Ouais. C'est beaucoup utilisé dans les respirations. Il y a souvent l'exercice de cohérence cardiaque, de mindfulness aussi. Moi, c'est la première fois que j'en avais entendu parler. Non, exactement. Pour résumer ça, pour compléter ce que j'avais déjà dit, ouais, c'est exactement ça. C'est l'objectif d'avoir. Ça s'appelle la variabilité cardiaque, qui, donc, comme tu m'as dit, qui part dans tous les sens. L'objectif, c'est d'avoir des grandes courbes qui sont régulières pour un travail de recentrage sur soi-même. Ok. Et donc, ça, c'était le premier point sur l'importance de la littérature scientifique. Voilà. Donc, d'avoir confiance dans les outils que je vais promouvoir vis-à-vis d'un sportif. La deuxième chose que je trouve intéressant, pour moi, c'est une sorte d'ouverture à la discussion, puisque après un questionnaire ou après un modèle que j'ai pu montrer à des athlètes, j'ai pu demander, voilà, est-ce que ce modèle correspond, ou est-ce que qu'est-ce que tu as ressenti après ce questionnaire? Je trouvais que ça a amené à une discussion qui pouvait s'ouvrir un peu plus sur les problématiques
précise de l'athlète. Okay. Et je trouve que c'est un peu la même chose avec l'utilisation de la science. Un questionnaire pour servir de point d'entrée et après discuter. Okay. Exactement. Ouais, c'est super intéressant. C'est le deuxième point pourquoi je l'utilise. Le troisième point que j'aime bien, pourquoi je lis énormément, parce que je me dis les multitudes de modèles que je peux essayer d'emmagasiner, ça me permet lors d'entretiens d'avoir des critères sur lesquels je peux me baser. Des fois, par exemple, j'entends par exemple ici la personne va se fixer des critères très hauts de performance et il est jamais satisfait. Je vais me dire ça rentre dans ce que j'ai lu dans le perfectionnisme. Alors il y a peut-être ce point-là, je vais noter perfectionnisme en même temps que je travaille, il y a ce point-là où j'ai envie de creuser plus tard avec l'athlète. Okay. Qu'est-ce qu'il en pense et d'aller dans ces pistes-là et après de voir où ça nous mène. Okay. Donc ça c'est ce troisième point qui me semble intéressant. Et le quatrième point dans cette littérature scientifique, c'est qu'il y a une mixité de beaucoup de personnes qui viennent d'horizons différents, qui vont avoir des visions différentes aussi de l'aspect mental, de leur questionnement sur des concepts mentaux, et d'avoir cette mixité qui va échanger là-dessus, où ils vont des fois être pas d'accord, où il y avoir différents paradigmes, du coup, différents chemins de pensée. Ça m'intéresse, ça me permet, je trouve que ça fait évoluer l'idée, et ça reste pas cloîtré dans une culture, ou dans simplement une culture, une vision d'une seule personne de l'aspect de la psychologie du sport. Pareil aussi pour faire la similitude entre nous deux, on avait fait une master sur quasiment le même phénomène, choking under pressure. Donc en fait, c'est le fait de s'écrouler sous la pression. Et ça, rien que dans cette thématique, il y a deux paradigmes. Peut-être que les ressources attentionnelles, focaliser son attention sur quelque chose de non pertinent ou d'avoir une attention qui n'est plus les capacités attentionnelles qui sont plus pensée non pertinente, distractive, ça, etc. C'était Weiner, et l'autre, alors le nom de l'auteur je me rappelle plus, mais c'était de focaliser son attention sur un geste normalement qui est inconscient, qu'on a travaillé de manière pour qu'il soit inconscient, de le conscientiser et du coup de se concentrer sur des aspects techniques qui empêchent du coup d'extorser le réinvestissement. Exactement, c'était les deux théories. Et il y en avait même Baylock et ses collaborateurs en 2014 qui avaient dit qu'il y avait les deux qui pouvaient faire. C'était la théorie du coup double en français, mais une vieille traduction. Souvent c'est ça, c'est comme tu disais, c'est souvent un peu l'un, un peu l'autre, mais il y a toujours plusieurs sources qui viennent par exemple expliquer le choking under pressure, le fait de s'écrouler sous la pression. Il y en avait encore d'autres, il y avait aussi tout ce qui était facilitation sociale de Zhang, il y avait aussi l'effet Yerkes et Dodson avec niveau d'activation qui était il y avait plusieurs je trouvais intéressant aussi cette thématique là parce qu'il y avait vraiment beaucoup de théories qui pouvaient expliquer. Et c'est vrai que dans la littérature scientifique, quand ils te proposent plusieurs théories, c'est toujours intéressant pour pouvoir essayer de l'adapter à la problématique du sportif. Il y a l'utilisation me semble primordial, en tout cas c'est ce que je pense, c'est ma façon de fonctionner dans cette pratique là. Et justement, si l'aspect scientifique vous intéresse, je peux vous encourager à suivre Jérémy, notamment sur son compte Twitter. Tous les jours il partage des petites citations d'une thématique avec toujours la référence qui permet ensuite d'aller chercher justement l'article en détail. Donc l'objectif c'est de simplifier cette littérature scientifique, avoir un petit élément qui peut peut-être vous faire réfléchir sur l'aspect psychologique. Dis-nous aussi où on peut te retrouver, où on peut te suivre, où tu travailles, si on souhaite travailler avec toi, comment faire pour te contacter. Donc j'ai un site internet, donc mentalperform.fr. Là vous pouvez trouver toute ma façon de fonctionner que j'ai essayé aussi un peu d'aborder avec toi. Et sur ce site il y a aussi mon mail, donc sachnerjeremy@hotmail.com, et voilà, sur Twitter où je publie. Pour l'instant c'est la plateforme que j'utilise de manière majoritaire parce que je trouve intéressante pour pouvoir partager ces petites phrases psychologiques. Ok, donc site internet, compte Twitter, voilà. Et après tu bosses plus dans quelle région? Je me fixe pas des régions puisque au travers des outils qu'on a on peut essayer de travailler ensemble, mais plutôt région Bourgogne si ce serait en présentiel, et dans les autres régions. Et peu importe également le sport, pas que sur le tennis. Jérém, il a déjà bossé avec d'autres sportifs dans d'autres disciplines, il y a aucun problème. Si vous êtes intéressé soit par la littérature scientifique ou pour un accompagnement avec Jérémy, n'hésitez pas à le contacter. Site internet, le compte Twitter, vous pouvez retrouver tout ça et suivre également son travail parce que c'est quelque chose qui est très 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 intéressant. Pour terminer, Jérémy, moi j'aime bien à chaque fois terminer mes petits podcasts par une question. La question c'est la suivante. C'est quoi pour toi la mentale? Pour moi, ce serait
par rapport à chaque individu, ça se rapprocherait de l'état optimal de performance, d'atteindre le flow, la zone, et ouais, de vivre cet instant présent d'une manière la plus optimale qu'on puisse le faire à ce moment T. Je te remercie vraiment pour cet échange qui était très très intéressant. Merci à toi. J'espère que ça a plu aussi aux auditeurs du podcast. Et puis, si tu as quelque chose à rajouter, vas-y. Je remercie Léopold Sapet pour cette invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger sur ces deux sujets. Avec plaisir. Je vous conseille aussi d'aller voir ce qu'il fait et de vous faire une opinion si ça vous convient, parce que, comme je le dis toujours, l'alliance thérapeutique se fait avec quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Donc, faut trouver la méthode qui vous convienne pour pouvoir travailler sur la mentale. Et c'est une très belle phrase pour conclure. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. À la prochaine, restez connectés pour les prochains podcasts. Ciao, ciao, à la prochaine.